Parents d'élèves, mais il y a aussi la possibilité, au niveau d'un quartier, au niveau d'une école, en ayant créé une association sur une ville de parents d'élèves, de pouvoir se présenter. Et c'est important parce que ça a permis, sur la fameuse école, justement, dont je vous ai parlé, donc, qui a initié l'affaire au tribunal d'instance de Montreuil, étant donné qu'à Montreuil, nous étions confrontés à un manque d'implication des fédérations de parents d'élèves sur cette question et aucune mobilisation, et même une désertion du terrain. Donc les mamans se sont saisies de cette association de parents d'élèves cette année et se sont présentées aux élections et ont réussi. Alors elles n'ont pas encore gagné, surtout parce que elles ont réussi à ce que soit enlevé du règlement intérieur l'aspect discriminant. Maintenant, il reste toujours sur le terrain. Après, ça dépend des réalités locales. Vous pouvez être sur une école où vous allez avoir un directeur ou une directrice ou quelques enseignants qui ne veulent pas que les mamans qui portent le foulard accompagnent les sorties scolaires. Et donc là, on est dans le rapport de force. Et le seul moyen de résister et de s'imposer, c'est de franchir ce pas, puisque seul... c'est en s'impliquant sur les élections de parents d'élèves, en se proposant et en étant élu parent d'élèves sur une école, que vous allez pouvoir augmenter un levier et donc créer du rapport de force. Et puisque vous serez élu, donc vous serez beaucoup plus légitime. Et si en plus vous avez derrière vous tout un travail de terrain avec les autres parents, les papas, les mamans, et qu'on sent qu'il y a un travail de terrain qui est fait, eh bien on peut espérer qu'on sera davantage mieux reconnu et moins attaqué. Donc, dans l'étape actuelle, 5 ans après, étant donné que, vu les attaques qui sont faites, j'ai été confronté à à des demandes, et donc je suis prêt, que ce soit pour cette ville ou pour d'autres, à accompagner, même si c'est que sur une seule école, à accompagner un groupe de parents qui souhaiteraient créer l'association de parents d'élèves dans leur ville pour pouvoir se présenter et demain être élu à part entière sur un conseil d'école ou bien sur un conseil d'administration d'un collège ou d'un lycée. Donc, comme nous avons fait ce travail depuis 5 ans avec un retour d'expérience, c'est pas simple au départ parce que ça veut dire éditer du matériel de propagande, créer une association, faire des bulletins de vote, faire des professions de foi. Donc, vous avez la possibilité, si vous en faites la demande, à ce que je vous apporte, comme on pourrait dire, une boîte à outils, en attendant que vous puissiez la créer par vous-même. Je peux vous accompagner, vous aider et vous offrir une boîte à outils clé en main pour, dès la rentrée de septembre, vous présenter dans vos écoles, vos élections de parents d'élèves, et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de parler beaucoup, rien que d'être présent, ça change déjà beaucoup de choses dans la tête de la communauté éducative. Oui, alors, l'idée c'était qu'on ait une intervention assez conviviale et assez ouverte, de manière à ce que l'échange puisse être interactif. Donc, Inch'Allah, si vous avez des questions, on va pouvoir essayer de les répondre. Avec l'expérience que l'on a, peut-être y compris même dans le public, il y a des personnes ou des frères qui vont être en capacité de répondre à certaines problématiques ou des questions à lesquelles vous avez posé. Donc, Inch'Allah, bien évidemment, on vous invite il y a un micro qui va circuler, et c'était le souhait c'était justement que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse répondre en live, en direct, de manière à ce que chacune et chacun puisse repartir construit et en tout cas motivé pour pouvoir lutter face à ces attaques qui nous sont déclarées. Et en tout cas, il faut le dire, c'est pas vilain. Visiblement, on a décidé que le musulman est l'ennemi intérieur de la France. Voilà, c'est dit, c'est pas un gros mot, mais c'est une réalité. On a décidé, la veille des élections, encore une fois, c'est pas de la politique, mais en tout cas, c'est une réalité. On a décidé de dire que le musulman, c'est l'ennemi intérieur de la France. Eh ben non, le musulman en France, c'est une rahma. C'est une vraie miséricorde. Et on a rencontré dernièrement avec le Hajj Al-Malik, on a rencontré un frère pakistanais, un shir, qui nous a dit Allah, cette terre, elle a besoin de soujoud, elle a besoin d'adoration.
Et c'est vrai, c'est écrit dans le Coran Karim, cette terre, elle a besoin d'invocation. Donc voilà, notre présence, c'est une rahma. Il l'a dit le frère, être présent, ça change tout. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à répondre aux questions. Pardon, tu peux faire sauter les deux. J'ai une question pour la soeur. Juste là. Alors, je voulais savoir, par rapport au jugement de Montreuil, quel a été le problème et en fait, quel est le problème qui s'est posé exactement? Je vais rentrer dans les détails au travers d'un communiqué qui a été fait. Ce sera plus explicite. Donc, nous ne pouvons que regretter amèrement le déplorable jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avalise des pratiques discriminatoires exercées à l'école élémentaire Paul Lafargue de Montreuil avec la complicité du rectorat de Créteil et de l'inérable ministre de l'Éducation nationale. Donc, ce qui s'est passé, il y avait dans le règlement intérieur une clause discriminatoire qui excluait la possibilité des mamans qui portent le foulard d'accompagner les sorties scolaires. Donc, une maman a été jusqu'au tribunal administratif. Et d'ailleurs, il convient même de préciser que la requérante, donc en l'occurrence, elle assurait seule sa défense, sans ministère d'avocat, et elle était seule à se défendre. C'est pourquoi vous proposez aujourd'hui d'amender une situation dans les écoles pour qu'on puisse se défendre au cas où il y aurait des problèmes. Oui, c'est-à-dire à l'époque, ces mamans, à l'époque justement, elles étaient victimes de cette discrimination depuis plusieurs années à Montreuil, surtout dans cette école. Et effectivement, elles n'avaient pas pris conscience encore de l'importance de s'impliquer sur les élections de parents d'élèves. Mais par contre, elles ont quand même résisté. Mais c'est très difficile parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle de souffrance et qu'il n'y a pas que les mamans qui souffrent, il y a aussi les enfants. Et donc c'est très compliqué. Donc il y a une maman qui a été jusqu'au tribunal, et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malgré... ça n'a pas été bien traité. Donc c'est pour ça que même pour eux, c'est une semi-victoire. Mais en l'occurrence, cette année, même s'il y a eu des pressions encore de certains enseignants pour les empêcher de participer au conseil d'école, elles ont été... par contre, le règlement intérieur a changé. Et aujourd'hui, ces mamans sont élues avec d'autres, et d'ailleurs c'est la seule, si vous voulez, l'historique à Montreuil, c'est que pendant de nombreuses années, il y avait dans toutes les écoles, il n'y avait qu'une seule association qui présentait, donc les parents ils votaient pas beaucoup. Et donc là maintenant, nous sommes présents sur 10 établissements, c'est encore peu, mais partout où nous sommes présents, eh bien, ça apporte un enrichissement, puisque au lieu qu'il n'y ait qu'une seule association, une seule liste de parents d'élèves, eh bien, il y a aussi une petite association indépendante comme ça qui se présente. Donc ça apporte un petit peu de concurrence bénéfique, puisque même une grosse structure, quand elle a un peu de concurrence, tout le monde le sait, eh bien, elle est obligée de faire encore mieux. Et donc, puisque là, comme on parle d'association de parents d'élèves, il s'agit de l'intérêt de nos enfants. Là, on est dans le travail de parents d'élèves, c'est pas du travail politique. Et donc, comme en plus, il y a les gros outils, on sait que la réalité peut changer, les associations de parents d'élèves, ça peut changer d'une école à l'autre, c'est toujours tributaire de la réalité des parents qui se mettent en avant. Et donc, des fois, il y a des parents qui préfèrent se présenter de manière indépendante. Et donc, pour ça, l'outil, c'est bien d'avoir cet outil. Je ne sais pas si j'ai répondu à la... Il était écrit, en fait, noir sur blanc, oui, que les femmes voilées ne pouvaient pas participer aux sorties. C'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, quand le règlement il a été distribué en début d'année, dans le cahier de correspondance, il a dû être signé quand même. Oui, mais même avant d'être signé, il est voté en conseil d'école, avant d'être signé par les parents. Mais quand les parents ont lu, il n'y a pas eu de réaction. Ça fait pas... Parce que ça a été jusqu'au tribunal. Donc il y a eu une réaction. Elles ont été jusqu'au tribunal. Il y a une maman, elle a été jusqu'au tribunal. Elle a perdu en l'occurrence pour l'instant, mais elle a été jusqu'au tribunal. Et la réaction, cette année, il y a même eu, cette année, il y a eu aussi dans la même école, c'est plus dans le règlement, mais comme c'est aussi en fonction des réalités de certains enseignants, il y a les mamans le mot de la sortie, c'est pas le même. Et donc cette année, elles ont même fait des tracts où elles montrent
à la population, aux autres parents. Quand vous êtes une maman qui porte le foulard, ben, le mot qui vous dit qu'il va y avoir telle sortie, on ne vous demande pas si vous voulez accompagner, et puis l'autre maman, on lui demande si elle va accompagner. Donc ça, c'est aussi très discriminatoire. Donc, tout ça pour dire qu'on change de réalité. Lorsqu'on devient élu parent d'élève, on a beaucoup plus de légitimité à contester et à organiser, et même à saisir la municipalité sur ces questions, qui participent aussi au conseil d'école. Donc là, mon objectif, c'est de montrer l'importance, la différence entre la maman qui est à la maison, qui reçoit le papa, qui reçoit le cahier de correspondance, qui reçoit le règlement, c'est différent que lorsque vous êtes élu et que au premier conseil d'école du mois de novembre, et bien, vous allez pouvoir contester ce règlement. Et par rapport au jugement qui a été rendu, ça peut faire jurisprudence pour que la loi passe. Oui, alors effectivement, le souci c'est là, c'est que en fait, cette jurisprudence peut être utilisée, et c'est ce que l'on remarque dans différentes communes, c'est qu'il y a des directeurs d'école, des enseignants qui s'emballent. Parce qu'il y a une jurisprudence, il y a une décision du tribunal administratif, ils s'emballent, ils prennent ça comme loi, et ils prétendent aux parents que la loi vous interdit maintenant d'accompagner vos enfants. Et comme l'a rappelé le frère Rachid, il n'y a toujours pas de loi. Il y a une décision au niveau de la jurisprudence, donc dans un conseil d'administration sur Montreuil, mais ça ne fait pas force de loi. Et donc il y a des enseignants, il y a des directeurs d'école qui se saisissent de ça et qui font tomber les masques. Voilà, ils montrent leur vrai visage. Alors ils s'emballent et ils vous disent, on a le cas au Mai sur une école, on a le cas sur Melun, on a le cas, je crois aussi, sur d'autres Créteil, et j'imagine ailleurs, où la directrice, ah mais écoutez, mesdames, dans son fort intérieur, ces femmes en hijab deviennent de plus en plus nombreuses et c'est pas acceptable. Et donc elle se saisit de cette décision pour aller voir la maman et lui dire, écoutez madame, c'est plus souhaitable que vous veniez, c'est plus souhaitable que vous accompagniez votre enfant. Mais ce qu'elle ne comprend pas, la directrice, c'est que non seulement elle fait violence à la mère, mais là elle fait encore bien plus violence, c'est à l'enfant. Parce que l'enfant il ne comprend pas pourquoi demain ma mère ne peut plus m'accompagner à cette sortie extrascolaire, c'est-à-dire au zoo, au cirque et au théâtre. Et donc la réaction de défense qu'a eu la sœur, c'est d'y aller toute seule. Et la problématique, c'est qu'avant d'y aller tout seul, il faut y aller ensemble, en groupe. Et c'est ça une communauté, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils. On a ce collectif qui s'appelle MTE. Je vous invite à aller sur le site Maman Toutes Égales. On a aussi un outil qui s'appelle le collectif contre l'islamophobie en France, où on a tous les outils sur lesquels on va pouvoir les saisir et les utiliser pour pouvoir se défendre. Et on a un outil, c'est celui des sœurs et des femmes qui se rencontrent à la maison, qui vont se dire, à la rentrée scolaire prochaine, j'ai du temps. J'ai pas que du temps pour faire des gâteaux, j'ai pas que du temps pour faire de la causerie, mais j'ai du temps pour défendre ma dignité, mon foulard, mon hijab et celui de ma soeur, de mon enfant, et je vais intégrer soit une structure associative, comme on a la FCPE par exemple, ou alors créer ma propre structure associative, qui est celle par exemple que le frère Rachid a présentée, l'AEP. Donc c'est ça. L'idée c'est que mes sœurs, mes frères, au jour d'aujourd'hui, maintenant, il faut agir. Non plus être dans l'attente et dans l'action de subir ce que l'on reçoit, mais agir. Et agir, c'est à l'extérieur, être présent à l'extérieur. La problématique qu'a rencontrée à Montreuil, c'est qu'en fait, il le dit bien Rachid, dans toutes ces instances qui existent, des structures de conseil d'administration que l'on peut avoir dans les écoles, dans les hôpitaux, enfin, on est absent. La Oumma est absente. À partir du moment où on est absent, on prend des décisions, on décide de lois qui sont contraires à notre communauté, qui sont contraires à nos principes de foi. Et après, on subit, on dit « Oh, mais ils nous aiment pas, ils nous supportent pas, ce pays, il n'est pas fait pour nous. » Non, pas du tout. C'est notre faute. On est absent. Donc, il faudra multiplier les actions en justice parce qu'on ne peut pas se contenter de ces fameuses actions à Montreuil. Donc aujourd'hui, il faut se mettre en capacité de pouvoir multiplier les actions en justice demain, partout où le problème va se reposer. Et c'est plus intéressant lorsque ça se fait non pas en termes d'individualité, mais quand derrière il y a aussi des structures associatives, et notamment des structures parents d'élèves. Si vous avez des questions sur les nourrices agréées, Inch'Allah, ça serait... Oui. Salam alaikum. Vous dites qu'on aura des contrôles. Alors, quels sont ces contrôles déjà?
à notre domicile. Et que faire pour se protéger justement? Puisqu'on doit défendre notre foulard, notre religion et notre métier. Pour l'instant, il n'y a pas de loi encore. Hein. Oui, mais au cas. Mais par contre, Parce que là, la maman qui a intervenu à Bagnolet, là, au meeting qu'on a fait, elle a expliqué à la tribune que déjà avant la loi, il y a déjà des contrôles, pas à la maison, mais ils posent déjà des questions. Ils essayent de savoir. Avant ils avaient, la nourrice, elle n'était pas obligée de se déplacer. Maintenant, elle est obligée de se déplacer. Et ça leur permet de voir si la nourrice, elle porte le foulard ou pas, d'ailleurs. Il y a eu une époque où tout se passait à la maison. Genre de contrôle. Voilà. Donc il y a déjà du contrôle. Mais là, la loi, elle n'est pas encore passée. Donc on est encore dans une configuration, il va falloir se mobiliser. On ne va pas attendre qu'elle passe. Non, c'est justement... On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tout à fait. Donc voilà, l'idée, c'est pour ça qu'on a fait cette réunion, c'est qu'il faut que dans chaque ville, chaque commune, chaque agglomération, que ce soit sur Melun, Sénat, ou que ce soit en région parisienne ou en France, on n'attende pas de prendre des coups, mais qu'on anticipe. Et donc cette proposition, c'est une proposition de loi au niveau du Sénat, qui est faite par la gauche, malheureusement, pour faire la loi maintenant après, mais c'est une proposition de loi qui va partir à l'Assemblée nationale, et donc nous, dès qu'on a su que cette proposition de loi elle avait été faite par un parti qui s'appelle le Parti de radicaux de gauche, qui est au sein de la gauche, donc majoritaire, ils n'ont pas trouvé autre chose que de nous proposer cette loi. Ils ne se sont pas posé le problème de savoir la problématique de l'emploi, la problématique de l'échec scolaire, ils ont tout de suite laissé sur une proposition de loi qui est celle de nourrices qui portent le foulard et qui devient visiblement gênant pour eux. Pourquoi gênant? Parce que ça les dérange de savoir qu'une nourrice agréée puisse porter le foulard et puisse, entre guillemets, pendant la période de 1 an, 2 ans, quelque part, élever leur enfant. C'est un peu ça. Le fond, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que nous, on puisse réagir et leur dire, mais stop, attendez là, qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Nos femmes en foulard, en hijab, au jour d'aujourd'hui, sur le plan économique, le seul emploi, quelque part, c'est celui de la nourrice agréée. Donc là, on est dans du vital. On est dans de l'existence. Et là, leur ôter cette possibilité de pouvoir survivre à travers ce métier, à travers cet emploi, ça va nous emmener, et là c'est grave, ça va nous emmener à dire, mais si je ne peux pas vivre de ce revenu, de quoi vais-je pouvoir vivre? Quelle va être la réponse de l'État? C'est celle, malheureusement, mais ça c'est une réalité, c'est soit nous, la Oumma, on est en capacité de répondre à cette difficulté qui est celle de la fin de mois, c'est-à-dire que la femme ne pouvant pas plus travailler, eh ben, elle doit trouver des subsistances, et ces subsistances, c'est soit la Oumma qui va pouvoir y répondre au sein de sa communauté, au sein de la mosquée, soit la collectivité, à travers les prestations familiales, à travers les restos du cœur, et voilà, et le secours catholique, ce genre de choses. Ça, c'est pas acceptable. Une femme qui porte son hijab et qui a décidé de travailler dignement, et de pouvoir vivre dignement, et de pouvoir travailler dans le cadre de ce qu'on appelle les assistantes maternelles, ça doit être respecté. Et ça, il faut pouvoir le préserver. Donc cette loi, c'est une proposition de loi qui passe à l'Assemblée. Donc là, visiblement, la gauche est gênée, parce qu'il y a une forte mobilisation qui n'est pas suffisante. Mais une forte mobilisation, là la gauche dit non, on s'est trompé, c'est peut-être une erreur, on va... Mais sauf que une proposition de loi qui a été proposée par la gauche peut être votée aussi par la droite. Ça serait quand même historique. C'est-à-dire que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche l'a proposé, ou en tout cas la gauche l'a proposé, et visiblement à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas au Sénat, la droite et la gauche dans son ensemble a voté oui, pour que cette loi aille à l'Assemblée et puisse être débattue et être votée. Et là, nous, on intervient. C'est à ce moment-là qu'on intervient. Bien évidemment, en tant que musulman, on demande l'aide d'un instantanément, ça c'est sûr, mais en même temps, il va falloir agir. Donc c'est pour ça que la présence du frère Rachid et du collectif NTE sont là, c'est important. Rien n'est fait, mais ce qui compte, c'est notre présence. Il y a des enjeux électoraux, on n'a pas trouvé mieux que de taper sur les musulmans. Voilà. Aujourd'hui, c'est une réalité. On frappe sur du musulman. Hier, on frappait sur de l'arabe. Pas plus tard qu'hier, c'était sur du noir, et maintenant, si on dit, bon, l'arabe est acceptable, le noir est acceptable, on va taper sur les musulmans. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Mais on va taper sur qui, sur les musulmans? On va taper sur nos femmes, sur nos sœurs. Ça a toujours été comme ça à travers l'histoire. Et c'est là où nous, on se dit, en tant que responsable associatif, je veux dire, il y a l'action spirituelle, mais il y a aussi l'action de l'extérieur, celle de pouvoir résister par rapport à ces attaques. Et là, c'est plus acceptable. On ne peut plus accepter que depuis 2004, à chaque fois, ils gagnent du terrain sur notre dignité. C'est-à-dire que
La problématique de la nourrice, c'est important de savoir que si cette loi elle passe, ça veut dire qu'on va venir vérifier chez vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir une police religieuse qui va venir vérifier chez vous, votre degré de pratique. On va rentrer chez vous et on va contrôler s'il y a un tableau de Coran Karim, si vous portez le hijab ou si vous êtes en train de faire la prière. Je sais que déjà on dit déjà aux mamans, évitez de faire la prière devant les enfants. N'empêche que là on va quand même vérifier si vous portez le hijab. Et quand Rachid dit, hier on vous contrôlait à la maison, maintenant on va vous demander de venir. Et donc se déplacer, c'est se déplacer avec votre foulard. Et vous déplacez votre foulard, ça veut dire vous identifier comme une femme pratiquante. Et donc là ça veut dire, madame, vous signez ce contrat de travail où vous ne porterez pas le hijab pour pouvoir garder ses enfants. Donc si vous portez le hijab, ce foulard, vous vous retrouvez en faute. Et donc dans le cas d'une rupture, enfin, en tout cas dans le cas d'une faute professionnelle, et là vous perdez votre emploi. Donc sur le plan religieux, on a des avis religieux qui nous disent mais conservez votre hijab et cessez de travailler. On a ces propositions dans des mosquées, il y a des imams qui nous disent effectivement vous conservez votre hijab, vous conservez votre dignité et vous cessez de travailler. C'est bien, mais on n'a pas répondu à la fin de mois. C'est-à-dire, comment va pouvoir répondre l'imam, ou la mosquée, ou la Oumma dans son ensemble, à cette problématique de fin de mois? Comment, Chir, tu vas pouvoir répondre à ce problème? Moi, ma réalité, c'est qu'à la fin du mois, j'y arrive pas. J'ai besoin de travailler. J'ai un bac plus 2, plus 3, plus 4 avec mon hijab, je ne peux pas travailler. La seule solution, c'est de pouvoir être nourrice agréée. Et alors, même ça va m'être interdit. C'est pas possible. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est de travailler là-dessus. Tout à fait. Bah, effectivement, la sœur, ça c'est aussi une réalité. Tout à fait. Alors, je sais qu'il y a une intervention de la part de l'imam sur la mosquée de Melun qui avait invité la sœur bon, on va rentrer dans le vif du sujet, qui avait invité la sœur à conserver son hijab et cesser de travailler. Je suis allé voir l'imam, je lui ai dit, Chir, là il va le faire, je veux dire, il y a des problématiques, parfois il faut vraiment bien les maîtriser pour pouvoir les aborder et en tout cas faire une fatwa. Donc il est revenu sur sa position parce qu'il pensait que la loi elle était faite. Et c'est vrai que si la loi elle est faite, c'est plus compliqué. Et donc on lui a expliqué que la loi elle n'était pas passée encore, qu'on n'en était pas là. Et la sœur elle intervient, elle dit mais quand je suis veuve, quand je suis divorcée, que j'ai 3 ou 4 enfants et que pour seul revenu ou seule ressource, j'ai ce travail. Quelle est la réponse de la Oumma? Quelle est la réponse de l'imam? Ou quelle est la réponse de l'autorité? La réponse, c'est l'ensemble de la communauté, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est œuvrer, travailler pour être ensemble, pour pouvoir continuer à exister à part entière dans cette société qui nous appartient. On n'est pas entièrement à part. Non, non. On est, en tout cas, pour la plupart, on est né ici, où on a embrassé l'islam, où on est venu d'ailleurs, mais en tout cas pour exister ici. Donc c'est ça. Cette loi, pour l'instant, elle n'est pas passée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seule réponse que l'on a, c'est d'être ensemble, tous ensemble. Ça, c'est très important. Que la solution, elle n'est pas que dans la mosquée, parce que si on n'est que dans la mosquée, on y reste, quelque part, ça les arrange. Il faut peut-être se poser la question. Ça voudrait dire qu'on est en train de reproduire un peu, pardonnez-moi l'expression, ça va être un peu fort, c'est un peu Gaza. C'est bien, ces musulmans, ils ont construit leur mosquée, ils y sont bien, au chaud, sagement, ils y prient avec dignité, mais on ne les entend plus. Et puis entre-temps, ils nous portent des coups. Alors en 2004, c'était à nos enfants, en tout cas à nos sœurs, de ne plus porter le foulard à l'école. On nous expliquait qu'il fallait préserver cette sacro-sainte école, d'accord? Et puis là, maintenant, on nous remet, mesdames, vous portez le foulard, il est plus acceptable que vous puissiez accompagner vos enfants en sortie scolaire. Où on va? Et puis maintenant, il s'agit d'une nourrice agréée, les nounous. Où on va? Et la prochaine étape, c'est quoi? Moi, je vous pose la question. Donc c'est aussi ça, c'est être en capacité de pouvoir se défendre à travers ce que l'on a, les outils, et les frères et les sœurs qui ont mis en place des structures associatives comme la MTE ou le CICF, mais y compris nos mosquées, se saisir de ces problématiques pour dire, parce que, vous la connaissez, la cérémonie, la prière de l'Aïd. Chaque Aïd, à chaque fois, nos élus viennent, nos mères viennent. À Melun, à Marie, c'est les grands salam alek, tu manges une date et tout, on boit un verre de ben et tout, machin, et tout, c'est bien. Sauf qu'en attendant, lui, il se retire, il nous porte des coups. Donc c'est ça, un élu, il nous porte des coups, il porte des coups à la Oumma. Nous, à un moment donné, quand le maire, il vient un jour de l'Aïd, il dit, attendez, monsieur le maire, on n'est pas content là. Là, vous portez atteinte à la respectabilité, à la dignité de nos femmes. Parce que cette loi sur les nourrices agréées, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un mot qui est fort, mais qui est une réalité. Ça s'appelle un viol. Ôter le hijab d'une femme
Ça s'appelle un viol. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est révoltant. C'est pour ça que sur le plan personnel, je ne peux pas accepter ça. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il va falloir passer un cran au-dessus, mais toujours avec beaucoup de spiritualité, parce que toutes nos actions ne valent que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, on a l'obligation de faire, mais l'obligation de résultat, je me souviens qu'il y avait le frère Fouadi Marène, on en avait parlé dans une de ses interventions, ce résultat, il n'appartient qu'à Allah. Il ne nous appartient pas. Nous, on œuvre, on se rassemble, on se construit, on bâtit, on agit, et là, les résultats appartiennent à Allah, ils ne nous appartiennent pas. Donc, c'est aussi de la persévérance et de l'espoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement, on est prêt à y répondre. Salam alaikum à tous et à toutes. J'avais une question, c'est ma sœur en fait, elle n'était pas le hijab avant et elle était comptable, donc là elle est en congé maternité et elle voudrait savoir maintenant, parce qu'elle aimerait reprendre le travail, elle aimerait savoir comment ça va se passer vu que maintenant qu'elle le porte, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit se présenter, etc. Si elle a le droit de travailler toujours ou pas. Alors, je vais essayer de répondre, je vais mettre ma casquette, je ne sais pas si le hajj peut, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais essayer d'y répondre. C'est une problématique assez importante, ça veut dire qu'au retour d'un congé de maternité, normalement, effectivement, elle a le droit de pouvoir reprendre son emploi, ça c'est une certitude. Maintenant, si elle le reprend avec le foulard, comment ça va se passer? Moi j'invite la sœur à anticiper la chose, c'est soit elle prend les devants, je ne sais pas si on est dans la fonction publique, là bien évidemment elle ne pourra pas le porter. C'est une société privée. Voilà. Donc, par contre, lorsqu'on est dans une société privée, il est possible de pouvoir porter le foulard. Maintenant, vu le climat ambiant détestable qui existe, maintenant après tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend de... Voilà. J'invite moi la sœur, c'est à rencontrer son employeur, d'anticiper, soit par un échange par courrier, en tout cas par courrier. Dans un premier temps par courrier, en courrier recommandé, avec une copie à l'inspection du travail, bien évidemment, et où elle dit voilà, je compte faire mon retour avec éventuellement un bandana, peut-être pas le hijab tel qu'il est, ou tel qu'elle le porte, ou tel que nos femmes et nos sœurs le portent, mais en tout cas un courrier à l'employeur, dit voilà, quelles sont mes intentions, en tout cas dans le cadre de ma reprise de mon travail. Et après, il est possible que l'employeur refuse. Alors il va prétendre, oui, parce que la sœur est comptable, elle est en contact de clients et ça peut nuire à l'image de... Bon, il peut y avoir une multitude de ruses de la part de nos employeurs pour interdire à nos sœurs, à nos femmes. En tout cas, la décision qui sera prise par l'employeur peut être discriminante. Et elle peut être condamnable. Maintenant, c'est pas gagné, parce qu'après, il y a une étape suivante qui s'appelle les prud'hommes et tout. Donc ça, c'est pas gagné. En tout cas, moi, j'invite la sœur, concrètement, c'est de se rapprocher de son employeur, soit officieusement, un coup de téléphone, ou alors en rencontrant l'employeur, ou alors par courrier, officiel. Elle pose. Voilà. C'est pas mes conditions, mais voilà dans quel état je vais devoir revenir. En tout cas, elle va pas dire, elle va pas écrire mon cheminement m'a amené à porter le hijab, mais en tout cas, voilà, je vais me présenter avec un bandana pour essayer de trouver un compromis. Donc après, on va attendre le retour de l'employeur. Et c'est une fois le retour de l'employeur au niveau de sa décision qu'il va falloir agir. Et donc agir dans le cadre de ce que l'on appelle, les activités professionnelles, on a des instances qui s'appellent les prud'hommes, et là, éventuellement, la sœur pourra saisir les prud'hommes. Mais c'est pas gagné. Je ne sais pas s'il y a une autre question éventuellement. Oui, salam alaikum. C'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur la sœur qui souhaite reprendre son travail. J'ai eu cette expérience, donc ne portant pas le hijab à la base, ensuite, dans ma relation professionnelle, ça s'est bien passé. Pourquoi je pense que la connaissance des lois est importante, la détermination. Je pense que ce sont des choses qu'il faut porter. Après, il faut aussi jouer la carte du sacrifice par moment pour que ça avance. C'est-à-dire, c'est prendre le risque justement de le porter, mais après d'aller crescendo, de ne pas trop brusquer les gens. Il faut aussi savoir qu'effectivement, ils ont pas cette habitude et qu'il faut l'intégrer. Sachant que je travaillais quand même en relation avec le conseil général des Hauts-de-Seine, j'avais des réunions avec la CAP, etc. Et ça n'a posé aucun problème parce que justement, la manière de le porter, la manière de l'imposer a été en douceur, mais avec détermination. Donc parfois aussi, il faut oser. Allah, il nous aide à ce moment-là. Moi, je suis convaincue, cette expérience a été importante parce que justement, on parle
des entreprises, des collectivités territoriales, des entreprises privées. Moi, en l'occurrence, j'étais quand même dans un département qui est assez virulent sur ces questions-là. Et je tenais vraiment justement à apporter ce témoignage pour dire aux sœurs qu'il y a besoin à un moment donné de vraiment connaître ses droits, parce qu'on ne les connaît pas suffisamment. J'ai aussi des sœurs qui sont assistantes maternelles, donc qui effectivement elles reçoivent des puéricultrices à la maison et qui leur font des réflexions sur ne serait-ce que le salaire oriental qu'elles ont, le cadre effectivement, alors qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit, mais ne connaissant pas leurs droits, ne connaissant pas les lois, on a peut-être aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Je pense que de s'unir, d'avoir aussi des références sur chaque ville où on fasse ça à réfléchir, mais il est important aussi qu'on soit visible dans la vie de tous les jours. J'ai eu aussi un autre témoignage, c'est d'une élue que j'ai rencontrée il y a quelques jours qui me disait « Vous n'êtes pas crédible parce que vous n'êtes pas suffisamment présent sur la scène politique, la scène quotidienne. » Donc voilà, moi je tiens aussi à souligner qu'avec mon hijab, je suis conseillère municipale aussi dans ma commune. Et voilà que tout est possible. C'est mon témoignage. Inch'Allah. C'est vraiment, voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'à travers le témoignage, il y a aussi des réponses, des débuts de réponses. Donc je pense que le témoignage de la sœur est très très important, c'est-à-dire que tout est possible. L'idée c'est de ne pas être absent. Ce serait bien que tu prennes contact avec le collectif Maman Toutes Égales, parce qu'on cherche aussi des exemples où ça se passe bien. Et donc elles seront enchantées, les sœurs ou les femmes non musulmanes du collectif, d'entendre ton expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors oui. Une intervention? Salam alaikum. J'avais une autre question par rapport à la France et à l'Angleterre et le Canada par exemple, qui n'ont jamais eu ce souci. Comment se fait-il que les pays qui sont proches de nous, qui ont autant de tolérance, et que la France n'a pas réussi justement ce challenge? Je pense que, enfin, en tout cas, une partie du public, ou en tout cas, il y a des frères en face de moi qui le savent, c'est qu'en fait, en France, on est dans une société dite laïque. Les sociétés anglo-saxonnes le sont aussi, et sont sur un principe de communautarisme. Donc, une gestion communautariste, où la citoyenneté, en tout cas l'existence de l'autre à travers ses origines ou à travers sa foi, fait que, en tout cas en Angleterre par exemple, ou au Canada, l'obtention de la société anglaise ou par exemple canadienne a été beaucoup plus facile, et l'acceptation de l'autre avec sa diversité dans les pays anglo-saxons a été aussi plus facile. En France, on est dans une société de principe d'assimilation, où on tente d'effacer nos différences identitaires pour qu'on ne fasse plus qu'un à travers l'idée, à travers cette idée qui est de cette laïcité, de ce principe de laïcité. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une réinterprétation de la laïcité. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on veut nous faire entendre, ou en tout cas, on veut refaire une lecture, ou en tout cas, on veut visiblement, cette loi de 1901 et 1905, en tout cas, sur la séparation entre l'État et l'Église, c'est une rahma pour nous, dans sa lecture. C'est une vraie rahma. Sauf que l'histoire de France nous montre encore que, ben voilà, effectivement, il y a des politiques, des vrais laïcards, qui n'acceptent pas le religieux. Pas forcément le musulman, mais aussi le catholique, le juif, celui d'une autre confession. Et donc, aujourd'hui, parce que notre venue en France, elle est relativement récente, sauf que le fait musulman, il n'est pas si récent que ça en France, en tout cas à travers l'histoire coloniale. Donc, c'est vrai qu'en France, ce rapport, il est difficile. Ce qui fait que si en Angleterre, ils y arrivent, c'est parce que depuis le début, la communauté, en tout cas indo-pakistanaise, ou en tout cas d'origine du Commonwealth, était citoyenne anglaise. Donc le droit de vote. Ce qui est le même cas au Canada, et ce qui est la même chose aux États-Unis. Donc à partir du moment où on a ce droit de vote, on pèse, on existe, et là on fait attention à ce qu'on fait en termes de loi. En France, très longtemps, on a refusé d'opter pour la laïcité française, en tout cas pour nos parents qui sont issus d'origine algérienne. Tardivement, on commence. Et tout le pan des générations qui sont nées en France, qui sont français, disons automatiquement, ben, ils s'abstiennent, ils ne votent pas. Et donc, comme le dit la sœur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos élus, enfin moi-même qui ai une expérience d'élu, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ces gens, ils ne votent pas. En plus, ils sont étrangers.
Bon, alors ça fait tout un pan de la société qui n'existe pas. Alors ils se permettent effectivement de proposer des lois qui sont complètement scélérates, qui ne servent pas à l'ensemble, le partage d'une société, ou en tout cas d'un avenir commun. C'est ce qui fait la différence entre les pays anglo-saxons et la France. La France, hein, son principe de laïcité, je le tiens à rappeler quand même, est une exception. Hein. C'est une exception qui est plutôt discriminante plutôt qu'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Une intervention en termes de témoignage? Alors moi, je voudrais revenir sur la création de l'association de parents d'élèves. Est-ce que ça se crée comme n'importe quelle association de loi 1901? Est-ce qu'on doit nous-mêmes trouver le président, le secrétaire, le trésorier? Est-ce qu'on doit avoir notre local? Ou est-ce que la communauté éventuellement peut nous aider? Alors déjà, une association de parents d'élèves, c'est pas une association communautaire. Donc il faut déjà... La communauté, pardon, la localité. Oui, ah, d'accord. Excusez-moi. Lapsus. Oui, c'est une association... si demain, dans cette ville, il faut être... Pour se présenter dans une élection de parents d'élèves, dans une école, il faut être 2 minimum. Même s'il y a 6 classes, même s'il y a 10 classes, même s'il n'y a que 2 personnes sur la liste, vous pouvez créer une liste. Et pareil pour une association. Pour créer une association, il faut 2 ou 3 noms. C'est tout. Moi, c'est comme ça que j'ai fait à Montreuil. J'étais tout seul et j'ai essayé de trouver 1 ou 2 individualités pour démarrer. Donc oui, s'il existe une situation, même dans une seule école de cette ville, où ça mérite non pas de se présenter avec la FCPE ou avec notre association, mais de créer une association indépendante, oui, moi je peux vous offrir les statuts, clés en main, au lieu que ça s'appelle les Amis de l'école publique de Montreuil, ça s'appellera les Amis de l'école publique de Mai-sur-Seine. Non, de Namarie ou de Melun. Ou de Melun, voilà, d'accord. Et à partir de là, vous déposez des statuts en préfecture, comme toute association, il faut 2 ou 3 noms. Ça peut être votre adresse personnelle, moi c'est mon adresse personnelle, hein, l'adresse de l'association, ça peut être une maison des associations, après c'est vous qui décidez localement ce que vous allez faire, et ensuite, je le laisserai ici, mais je l'ai en format numérique, j'ai tout en format numérique, un guide de préparation de la rentrée, donc il y a tout un... Je peux revenir pour apporter d'autres éléments, soit par internet, ou soit par... en déplaçant, mais en tous les cas, dites-vous bien que le processus est déposer les statuts d'une association avec un bureau, ensuite le faire genre courant mai au plus tard, en septembre votre association existe, vous informez en septembre le directeur ou la directrice de l'école que vous allez présenter une liste, et vous avez tout le guide qui est là, qui détaille un peu tout ce qui est outil, que ce soit profession de foi, que ce soit bulletin de vote, etc., c'est pareil, c'était l'objet de ma démarche, puisqu'on avait 5 ans d'avance, et qu'aujourd'hui, je peux vous l'offrir et vous faire gagner 5 ans. Libre à vous, ensuite, par la suite, de transformer ça, de changer ce que vous voudrez changer. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez l'avoir clé en main, la boîte à outils. Il faut juste, quand même, le minimum, il faut des 2 ou 3 personnes minimum qui aient envie de s'impliquer et d'y aller. Vous investir aussi. Investir, c'est 3 réunions par an. Hein. Au minimum, c'est 3 réunions par an. 3 conseils d'école. C'est le minimum. C'est le minimum. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou de questions sur la problématique Non, du côté de nos frères. Hajj, Inch'Allah, bismillah. Ah, sans micro? Moi, l'association des parents d'élèves, moi, je n'adhère jamais. Je n'adhère pas. À chaque année, on nous envoie des formulaires à la maison, j'ai dit, écoutez-moi, tout ça dans la poubelle, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans la mesure où moi j'ai eu des problèmes ici, au niveau des écoles ici, que ce soit élémentaire ou à la frontière, aucune association n'a bougé. Mais pourquoi voulez-vous que j'ai adhéré à une association de
montrer, je ne sais pas moi, à ma destination, je ne le ferai jamais. Eux, ils cherchent tout simplement de l'argent pour se poser sous le fauteuil, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on se lève. L'exemple de la femme de Montreuil, ce n'est juste un début. C'est le début du feu. Mais c'est une fois que la maison est définitivement incendiée où tu fais appel aux pompiers. C'est déjà trop tard. Donc ça veut dire quoi? Il faut vraiment qu'on fasse la fusion des zones. Il faut s'unir. On ne peut pas faire quelque chose ici, partout dans ces pays, sans la fusion 100 millions. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, nous passons à côté de la plaque, c'est la réalité. Il faut l'union, il faut se mettre des mains, il faut faire une barrière. Si on ne fait pas la barrière, c'est pas au dernier moment que nous pouvons faire la barrière. Ça n'existe pas, c'est du mensonge, ça ne tiendra jamais la route. Mais ce que vous dites, c'est l'exemple numéro 1 que nous devons faire, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. On est tous concernés. Dans la mesure que nous vivons ici dans ce pays, ceux qui sont nés ici particulièrement, c'est ce que je dis à la génération actuelle. Mais moi, si j'achète de prendre l'avion, je rentre chez moi, je n'ai pas ici. Mais vous qui êtes nés ici, sur quoi le minimum de la citoyenneté, c'est d'aller voter. Mais les enfants, ils ne voteront jamais. Les parents ne disent pas aux enfants, allez voter. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre avenir qui est foutu en l'air. Effectivement, ce que vous venez de dire, c'est une réalité. Quelqu'un qui vote et quelqu'un qui ne vote pas, il y a un double visage. Il y a un double visage, il ne faut pas se tromper, c'est n'importe quoi. Je reviens à ce que vous êtes en train de dire. Et même maintenant, si je ne sais pas, si on ne retouche pas les marches, quand est-ce qu'on va le faire? Quand on dit maintenant à ma femme d'accompagner son enfant, il faut aller le foulard, il faut devenir un garçon pour aller à l'école. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, ces gens, ils n'ont pas de respect à l'égard de nous. Depuis quand vous avez vu une femme aller avec son foulard pour accompagner son enfant en 2 minutes, le temps d'aller de revenir à la maison? Donc ça veut dire quoi, cher ami? Je vais conclure mon intervention. Ça veut dire quoi? 2 minutes, vous faites la prière sans ambition. Salam alaikum. Donc oui, voilà, c'est effectivement, on commence par nos sœurs, on commence par nos femmes, et après on rentre dans ce qu'on appelle le dôme, en tout cas de l'islam, en tout cas sur nos pratiques, et c'est ce que souhaitent quelque part ces laïcards, c'est un islam de France, francisé, voilà. Donc ça c'est une vraie difficulté. Bismillah. Il y avait beaucoup de mamans qui sont nourrices agréées, et vous n'avez pas apporté de solution pour ces femmes-là. Parce qu'en fait, elles n'ont pas encore voté, ils ne peuvent pas encore agir. Comment? Alors, pour l'instant, pas d'inquiétude. Encore une fois, dans ce qu'on appelle, dans une société démocratique et républicaine, c'est une proposition de loi qui a été faite par le Sénat. En général, normalement, les propositions de loi sont faites par l'Assemblée. Donc, sitôt passé l'Assemblée nationale, en tout cas le Sénat passait à gauche, maintenant le Sénat est à gauche. Ils n'ont pas trouvé autre chose que de proposer cette loi. C'est une proposition de loi qui est faite par le Parti radical de gauche. Cette proposition de loi va partir à l'Assemblée nationale, elle va être discutée, débattue, et après votée. Entre-temps, on est dans ce entre-temps, dans cet intervalle de proposition de loi, d'accord, nous, la communauté musulmane, en tout cas les musulmans à travers les collectifs LTE, les collectifs CCIF, les mosquées, sur le plan local, on peut intervenir. Alors les interventions, c'est soit je m'adresse à mon maire, donc moi je l'ai fait par exemple en tant que pétition, tout à fait, ça peut être une pétition sur le plan local. Rappelons-le que par exemple ce conseil général est présidé par un élu socialiste qui est le président du conseil général, alors on est un peu dans le concret là, voilà, et qui est sénateur à l'Assemblée nationale. Donc, le président du Conseil général socialiste, qui est président à l'Assemblée, qui est président du Conseil général du 77, qui est donc quelque part le patron des nourrices agréées. D'accord? Si je ne me trompe pas, c'est un peu ça, d'accord? J'ai une confirmation d'une sœur. Donc, le président du CG, du Conseil général, qui est socialiste, il est le patron quelque part des nourrices agréées, mais il est aussi sénateur. Et donc, lui, il a voté la loi. Et moi, je vous invite à aller sur le site du Sénat, ou sur le site, et aller voir qu'est-ce que font vos élus, vos représentants, ceux qui vous disent salam alaikum, qui viennent manger une date le jour de l'Aïd, et qui derrière sont en train de voter des lois scélérates contre vous.
Ben moi je vous invite à aller sur le site et voir que finalement, ben ce bon gentil maire ou ce bon gentil président du Conseil général, ben évidemment, quelque part, il a été voté cette loi. Et ben moi je vous invite soit dans le cadre d'une pétition, sur le plan local, de l'Inde, d'Amari, de Mets-sur-Seine, Voici, Savigny, je vous invite à écrire un courrier à votre maire, un courrier au président du Conseil général, une pétition, ou en tout cas, comme l'a dit si bien la sœur, quand on est élu, on ses responsabilités. Par exemple, moi, je faisais partie d'un parti, j'ai démissionné, nous pouvons accepter cette proposition de loi, et donc maintenant je suis un peu, je suis libre. Je suis libre de mes opinions, parce que je ne peux pas accepter qu'on puisse constamment nous pointer du doigt. Et à un moment donné, nous dire que l'ennemi intérieur, c'est le musulman. Donc voilà, les modes de résistance ou les modes de réaction sont le courrier, c'est la pétition, c'est être rassemblé, c'est agir auprès de vos présidents de structures associatives et dire « Ya akhi, moi j'attends pas que l'imam il fasse une fatwa pour dire que je dois enlever le hijab et cesser de travailler pour pouvoir... Non, j'attends pas ça, c'est pas la réponse que j'attends moi. Parce que sinon à la fin du mois, il va falloir que tu mettes en place une épicerie sociale à la mosquée. Parce que c'est ça la réalité. Donc moi ce que j'attends, c'est que le président et l'imam, ils se disent « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la science et qu'est-ce qu'on fait, comment on peut réagir ?» Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a un collectif de femmes, comme le MTE, qui s'est mobilisé, qui s'est construit et qui est en train de proposer des outils que vous allez pouvoir trouver sur le site du MTE, que vous allez pouvoir trouver sur le site du CCIF. Et il y a des outils qui s'appellent pétition, qui s'appellent courrier, qui s'appellent aussi signalement d'actes discriminatoires. Mais en tout cas, pour l'instant, pas trop d'inquiétude, dans le sens où la loi, elle n'est pas passée, et tant bien même si la loi devait passer, elle devrait repasser de l'Assemblée au Sénat, et après il faudrait attendre une circulaire. C'est là où, alhamdoulilah, maintenant on est quand même, je veux dire, on a suffisamment de frères et de sœurs qui ont des connaissances pour dire que ne faut pas s'emballer, mesdames et messieurs du Conseil général, ou mesdames et messieurs qui sont, entre guillemets, vos employeurs au niveau des nourrices agréées ou des directeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de loi. Donc mon foulard, je le conserve. D'accord? Circuler, il n'y a rien à voir. Vous sortez de chez moi et je continue à exercer mon travail dignement et paisiblement. Ça, c'est le mot qu'il faut dire. Et c'est la chose qu'il faut dire. Calmement, paisiblement, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Donc, pour ce qui est des mamans qui accompagnent leurs enfants, aujourd'hui, je continue à accompagner mon enfant, tant bien même. Mais par contre, à la rentrée scolaire, attendez-vous à ce que je crée ma propre structure associative. Et je serai présent. Ou alors, que j'intègre une structure associative qui s'appelle la FCPE ou d'autres, par exemple. Après, c'est une question sur le plan local. Ça, c'est ça, sur le plan local. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je vais bien m'entendre avec l'équipe municipale, peut-être que je vais bien m'entendre avec l'équipe enseignante de l'école, ou l'équipe associative de parents d'élèves, ou peut-être pas. Alors, si c'est le cas, si je m'entends avec personne, en tout cas, je vais pouvoir m'entendre avec ma soeur, mon frère, et pouvoir construire cette structure associative qui s'appelle, par exemple, APE, ou qui peut s'appeler autre chose. En tout cas, le frère Rachid, là, il sera disponible. Mais encore une fois, pour ce qui est des sœurs et des sœurs qui sont nourrices agréées, il n'y a rien qui est passé. Cette loi, c'est une proposition de loi qui a été votée, qui part à l'Assemblée, mais là, il faut se mettre debout, réagir, agir et être dans l'action pour dire stop, ça ne passera pas par le foulard. Ça ne passera pas par le foulard.